Espace TV, le 22h. « 22h à Conakry. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Dossier du 28 septembre, certains acteurs politiques doutent des capacités de la Guinée à tenir le procès d'ici la fin de l'année. Le ministre de la Justice a voulu rassurer récemment de la volonté de son département à faire la lumière sur ces massacres de 2009. Mais on l'a déjà entendu de certains défenseurs des droits de l'homme. Papa Koli Kourouma du parti Groupe est très sceptique. La sculpture, une forme d'art ignorée en Guinée. Pourtant, les objets faits par nos artistes sont très sollicités à l'étranger et les initiatives ne manquent pas, vous allez le voir dans cette édition. Une voiture a renversé des militaires de l'opération Sentinelle ce matin à Levallois. La ministre des Armées condamne l'acte, celui de l'Intérieur, lui, dénonce un acte délibéré. Je vous le disais à l'instant, le président du parti Groupe émet des doutes sur la tenue du procès des massacres du 28 septembre à la période annoncée. Une annonce faite au lendemain de la déclaration du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Papa Koli Kourouma estime que l'État n'est pas financièrement prêt à organiser ce procès en 2017. Mafoudi à la Reine Camara, Ibrahima Souma pour le reportage. 8 ans après les massacres du 28 septembre, les victimes et défenseurs des droits de l'homme attendent que justice soit faite dans ce dossier brûlant. Sur ce, le garde des Sceaux, Maître Cheikh Sako, annonce l'ouverture d'un procès d'ici la fin de l'année. Le président du parti Groupe reste sceptique sur la question. Est-ce que monsieur le ministre a les moyens de sa déclaration? Il veut bien que ça se tienne avant décembre 2017. Techniquement, c'est possible, mais est-ce que financièrement, c'est possible? La présence ou non du capitaine Moussa Dadis Camara ne peut pas impacter le déroulement du procès. Seulement, pour qu'il soit équitable, il faudrait la présence de tous les inculpés. L'ancien ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique en est persuadé. Je pense que quand on doit tenir un tel procès pour qu'il soit équitable, il faut que tous les inculpés soient présents. On ne peut pas faire l'absence d'un des inculpés. C'est pas possible. Papa Koli Kourouma ne doute pas de la capacité de poule des juges qui s'occupent du dossier. Pour lui, le travail accompli jusque-là montre qu'il est à la hauteur de la tâche qui lui est confiée. La fraternité et la compréhension, c'est par ces mots que l'on peut penser aux autochtones. Ce mercredi, une journée leur a été consacrée chaque 9 août. Une journée qui place aussi au centre des préoccupations les droits de ces peuples. Djibril Ba et Alseni Camara y étaient pour nous. Suivez. Le 10e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, c'est le thème qui retient l'attention pour marquer la célébration ce mercredi 9 août de la Journée internationale des populations autochtones. Aujourd'hui, des historiens s'accordent que ces peuples sont héritiers d'une grande diversité linguistique, culturelle, des coutumes et traditions ancestrales. C'est quand même une très bonne chose que de temps en temps, les gens se rappellent un peu de leur histoire, de leur sociologie, de l'installation des populations dans notre pays. Il est bon de rappeler à la jeunesse notre identité, qui nous sommes, d'où nous sommes venus. Cela est très très important. Depuis de l'Istre, des autochtones à travers la planète revendiquent leur identité, leur terre, mais aussi la reconnaissance de leurs ressources naturelles. Cet écrivain estime qu'au-delà de cette revendication, la Journée internationale des peuples autochtones vise aussi à renforcer les liens entre les communautés. À mon entendement, nous devons laisser la bonne graine à nos enfants. Il ne faut pas donc exacerber des choses qui n'ont pas d'utilité ou des choses qui vont nous conduire au chaos. C'est ça. Mon choix, c'est la paix. Les peuples autochtones représentent environ 370 millions de personnes qui vivent dans 90 pays dans le monde. Ils ne forment que 5% de la population mondiale et constituent 15% des individus marginalisés sur la planète. À la date du 13 septembre 2007, des efforts ont été enregistrés pour réduire les écarts de discrimination car l'Assemblée générale des Nations unies consacre par le biais d'une déclaration les droits des peuples autochtones.
Le cinéma guinéen a disparu de la scène cinématographique africaine. Pourtant, dans l'histoire du cinéma continental, la Guinée a occupé la première place dans la création des œuvres d'art. Que s'est-il passé? Pourquoi le cinéma guinéen n'est plus sur le marché? Autant de questions que nous allons tenter de répondre dans ce reportage de Makiso et de Ibrahima Sori Kamara. Nombreux sont des films africains qui sont suivis sur les chaînes de télévision internationales, des produits cinématographiques qui viennent du Burkina Faso, du Mali ou encore de la Côte d'Ivoire. Certains pays africains en font d'ailleurs un socle de leur économie. C'est l'exemple du Nigeria avec son industrie nollywoodienne. En Guinée, depuis une trentaine d'années, le cinéma a disparu, laissant place aux vidéastes. La nouvelle génération souhaite l'évolution du secteur, mais sans un accompagnement technique avec une formation professionnelle, il est difficile de réaliser ce rêve. Pour cet acteur de cinéma, le blocus est à tous les niveaux. Les acteurs de maintenant, ils ne sont pas formés. Deuxièmement, l'État n'accompagne pas le cinéma guinéen. L'ONACIG existe, mais c'est formel. Il n'y a pas d'accompagnement dans la création artistique cinématographique. Troisièmement, le mécénat n'existe pas. C'est quoi le mécénat? Le mécénat, c'est quelqu'un qui investit sans attendre de retour. C'est ça le mécène. Du côté du département de la culture et du patrimoine historique, on indique que le constat est sans équivoque. Le ministère est sur pied d'œuvre pour ramener la Guinée sur la scène du cinéma africain, comme par le passé. Je crois que la Guinée est assise sur un trésor et nous sommes conscients de cela, mais aux acteurs aussi d'accepter de se former. Parce que le problème du Guinée, même quand vous créez le cadre de formation pour les acteurs de la culture, beaucoup pensent qu'il faut leur donner de l'argent, leur payer encore pour qu'ils puissent bénéficier, n'est-ce pas, de ces formations-là. Le ministère de la Culture et du Patrimoine historique a tout de même rassuré qu'une nouvelle dynamique est mise en place pour faire du cinéma guinéen une référence en Afrique. Restons dans ce cadre pour dire que ce n'est pas que le 7e art qui est ignoré. La sculpture, une autre forme, l'est aussi à part des Occidentaux. Les Guinéens ne profitent pas de l'ingéniosité des sculpteurs qui ne manquent pas d'initiative. Ils sont en revanche confrontés à plusieurs difficultés. Mohamed Valek Touré et Mohamed Aluseni Kamara se sont intéressés à un atelier. Suivez. Un atelier de sculpture au jardin du 2 octobre. Ici, on fabrique plusieurs sortes d'objets d'art. Le nimba, le sili sont parmi les symboles culturels du pays les plus populaires. L'art aujourd'hui très important parce que c'est des Guinéens qui le font. On a notre façon de travailler en nous qu'on a hérité depuis des années. Voilà, l'art, il ne s'agit pas seulement de faire des statuettes. Nous faisons aussi des meubles, des tables, des chaises avec lesquelles vous pouvez décorer votre maison. Sculpteur de profession depuis 30 ans, Mohamed Lamine Sidibé l'a hérité de son père. Dans cet atelier, les bois utilisés sont distincts. Des bois rouges et des bois d'allumettes pour des meubles, des chaises et des statuettes livrant d'importants messages. Une manière d'apporter une diversification à la culture guinéenne. Le nimba par exemple, c'est une statue qui exprime plutôt, c'est la déesse de la fécondité, de la fertilité qu'utilisent souvent les Bagas. Bon, à part ça, vous avez aussi le lecteur qui pousse les gens à lire, c'est-à-dire à chercher de la connaissance. Donc l'art véhicule plutôt beaucoup de messages, la sculpture en particulier véhicule aussi beaucoup de messages tels que des messages d'unité, de paix, de réconciliation. Les objets ont une grande valeur, souvent méconnue des Guinéens. Peu de clients visitent cet atelier, si ce ne sont des Occidentaux. On s'en sort difficilement parce que la clientèle ici, elle est rare. Parce que les Guinéens ne s'intéressent pas beaucoup aux œuvres d'art. Donc la majorité de nos clients sont des Blancs, des touristes qui viennent et qui essayent d'acheter parfois. Ou la plupart du temps, on essaye de vendre à l'extérieur, soit en participant aux foires. En Guinée, l'industrie de musique attire beaucoup plus la nouvelle génération. La sculpture, d'autres formes d'art sont ignorées. L'État et d'autres institutions n'investissent pas non plus pour leur développement.
Autre chose dans cette édition, les citoyens fustigent la lenteur des travaux de rénovation du carrefour de Matoto, une lenteur qui impacte négativement sur les commerces des détenteurs de magasins situés le long du rond-point. Outre les embouteillages sont permanents sur le trajet Sangoya-Yimbaya. Les responsables de la société qui s'occupe de la réparation de la route n'ont pas accepté de se prononcer sur l'état d'avancement. Alseni Bari et Yacouba Traoré pour le reportage. Une route en rénovation, des embouteillages quasi permanents, des commerçants en souffrance faute de clientèle. Nous sommes à Matoto. Ici, même les motards ont du mal à se frayer un passage. Cet homme, juste pour arriver à la tannerie, un trajet de moins d'1 kilomètre, a fait 45 minutes. Cet embouteillage est vraiment une casse-tête pour tout le monde parce que tous les programmes sont totalement bafoués. On vient de m'appeler de toute urgence dans mon service, mais pour pouvoir me retourner, ce n'est pas facile. Je ne peux pas faire demi-tour et je ne suis pas en train d'avancer. Ces commerçants ont vu leur chiffre d'affaires baisser depuis le début des travaux. Théoriquement, les travaux devraient finir dans moins d'1 mois. Mais ils n'y croient pas. Extrêmement lent. Mais je sais que les gens là sont là pour 7 mois. Tout ce qui est dit 2 mois, ce n'est pas vrai, ça ne sera jamais vrai. Nous, notre commerce ici est gâté. Même le client quitte au marché pour venir acheter avec nous, il ne vient pas, parce qu'il n'y a pas le passage. Vraiment, si ils ne travaillent pas, ils n'ont qu'à les quitter ici, donner le travail. Ceux qui vont travailler, ils vont travailler. Une déviation est mise sur la corniche sud. Là-bas aussi, ce sont les embouteillages. Puis, des trous béants et une route impraticable. Par endroits, la société a fait un effort pour boucher les trous, mais cela ne soulage pas les usagers. Depuis que les travaux ont commencé, Matoto s'est bloqué, s'est arrêté. Est-ce un sabotage, une négligence ou un refus de la part de l'État ou de la part des entreprises qui s'en occupent? Ce n'est pas en période d'hivernage qu'on va entreprendre les travaux sur la route, parce que quand il pleut, tout est bloqué. Nous avons voulu avoir la réaction de la société qui s'occupe des travaux, mais le responsable du chantier n'était pas sur les lieux. Les embouteillages, puisqu'on en parle, sont aussi souvent provoqués par des femmes vendeuses sur la transversale 4 qui partent de Sangoya au rond-point d'Anko 5. Elles exercent leur commerce pratiquement sur la chaussée. Les aliments sont aussi exposés aux mouches, ce qui pose un problème de sécurité alimentaire. Alseni Bari et Lamine Silla ont fait une immersion dans le marché d'Anko 5. Suivez. Marché Anko 5. Les femmes ont quitté l'intérieur pour étaler leurs marchandises sur la chaussée. Elles énumèrent plusieurs raisons. Une clientèle plus abordable, un lieu plus attractif, une vente plus aisée. Il n'y a pas de place pour nous au marché. C'est pour cela qu'on a profité pour assis ici pour vendre. Les gens s'arrêtent, laissent ici seulement, ils ne rentrent pas au marché pour acheter. Pour les clients, les aliments coûtent moins cher à l'extérieur qu'à l'intérieur du marché. Le risque sanitaire est persistant car les mouches envahissent les condiments. Les gens qui n'ont pas de place, quand ils viennent, ils vendent moins cher plus que les gens qui ont la place dedans. Tout le monde sait qu'en vendant le poisson, surtout en Afrique ici, c'est obligatoire, on va voir les mouches. Sur cette transversale 4, les embouteillages sont fréquents en raison de l'occupation anarchique de la chaussée. Faisons un tour à l'intérieur. Des eaux usées, tables détruites. Au milieu, un fossé rempli d'ordures. Notre cadreur a même failli y rester alors qu'il tentait de prendre des images. Ces dames soulignent que vendre à l'intérieur est un vrai calvaire. Pourtant, elles payent les taxes. Les clients ne viennent pas beaucoup acheter à l'intérieur. Ici, nous sommes confrontés au manque d'hygiène, à beaucoup de problèmes. Quand il pleut, nous sommes envahis par la boue. Il y a d'autres dangers, comme les risques d'être électrocutés par le courant. D'ailleurs, la dernière fois, une femme l'a été. Dieu seul l'a sauvée. Les administrateurs du marché ne font rien, malgré les taxes qu'ils prennent. Où vont donc ces taxes? Un point d'interrogation, c'est entre le gouvernorat et la commune.
Pour Sékou Kondé, la responsable du marché a déjà fait un plan pour sa rénovation. Mais la commune et le gouvernorat sont restés sourds à son appel, malgré qu'ils perçoivent les taxes. Le gouverneur de la ville de Conakry, qui a pris ses congés, n'a pas voulu nous recevoir pour un entretien. Et puis, le ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique a reçu ce mercredi matin au Musée national de Sandervalia à Kaloum les deux lauréats des 8e Jeux de la francophonie, respectivement à lutte traditionnelle et le conte. Les deux équipes féminines de handball engagées dans les compétitions internationales ont été aussi là. Les juniors ont été vice-championnes au tournoi Challenge Trophy de Dakar face au Bénin et les cadets ont remporté le tournoi international Ouzda au Maroc. Voici le commentaire signé Moussa Campos Souma. Moussa Doumbouya, petit tonton conteur, et Fatoumata Yari, camarade lutteuse, tous médaillés d'argent lors des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan, ont eu les hommages d'une de leurs rangs de véritables ambassadeurs de la culture et du sport national. Coéquipiers, amis, dirigeants et parents étaient tous mobilisés dans la salle Feu Taïbou Diallo du Musée national de Sandarvalia. Cette présentation de médailles a été rehaussée par la présence des cadres du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Pour la lutteuse, ramener un trophée pour son pays est plus que tout. J'étais très fière parce que je suis venue en pays avec une médaille quand même. Mon objectif c'est de ne pas venir au pays sans rien envoyer. Mais comme j'ai une médaille d'argent, je suis fière et je remercie notre président de la fédération qui m'a encouragé de participer en lutte africaine et de faire le combat avec les catégories 110 kg. Du côté du handball, l'équipe féminine junior s'était classée 2e face au Bénin lors de la finale du tournoi Challenge Trophy de Dakar et les cadets ont remporté le trophée du tournoi international Ouzda au Maroc. Cette 2e place, nous l'avons méritée comme ça. On avait jugé nécessaire de prendre la 1re place, mais Dieu n'a pas voulu. Nous avons eu la 2e place. Nous sommes fiers de l'être. Notre parcours a été parfait. Au fait, nous avons participé à une compétition senior. Mais la Guinée a fait amener l'équipe cadette. Mais ça n'a pas été facile pour nous. Parce qu'elles étaient plus fortes que nous. Mais parcours, c'est la Guinée qui a remporté le match. Très satisfait de ces résultats obtenus, le département en charge des activités sportives et culturelles se dit prêt à accompagner toutes les fédérations sportives tout en demandant aussi des résultats aux différentes fédérations à travers les compétitions où elles prendront part. Je prends l'engagement ici au nom du département que nous ferons en sorte qu'il y ait un développement horizontal entre toutes les disciplines sportives nationales. À nos sportifs, athlètes et artistes d'aller compétir et faire de la figuration. Nous avons besoin de médailles. Après les joutes internationales, notamment les Jeux de la francophonie et les éliminatoires du chant 2018, le Sili Cadet et le Sili local ont opéré un match amical ce matin au centre technique de Nongo. Objectif, mesurer le niveau des équipes en vue de corriger les erreurs avant de s'envoler pour les compétitions internationales. Reportage Mamadou Saïdou Bari et Lamine Silla. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des préparatifs du Sili Cadet pour la Coupe du Monde de sa catégorie en Inde et la 2e phase des éliminatoires du chant 2018 pour le Sili local. Déterminés à sortir victorieux dans cette rencontre, les deux équipes ont livré une bataille sans merci. Après le match, le coach du Sili local affirme être sur tous les compartiments pour améliorer le niveau de sa formation avant d'affronter le Sénégal. C'est comme tout adversaire. Nous, dans tous les cas, connaissons un peu le football sénégalais. Nous accordons tout le respect à ce football et nous viendrons conséquemment avec les moyens qu'on a pour faire autant qu'on a pu faire contre la Guinée-Bissau. Parlant du Sili Cadet, les Jeux de la francophonie ont beaucoup servi à l'équipe qui ne devait point observer un repos prolongé avant de s'atteler au travail pour la Coupe du Monde des U17 en Inde. Jouer contre la U20, U23 pour mieux être agent parce que lors de la Coupe du Monde, nous allons rencontrer la U17, ça ne serait pas pareil. Alors moi je pense que si on s'habitue à confronter contre ce genre d'équipe, ça va beaucoup nous aider. Alors moi je pense qu'aujourd'hui sur les préparatifs, nous sommes à 95%. Les 5% c'est de corriger l'aspect tactique. Pour l'heure, la tâche majeure qui revient au coach du Sili local,
c'est d'avoir un effectif capable d'honorer les couleurs du pays. Je joue avec un groupe dispersé. Certainement, ce n'est pas l'ossature prévue. Mais le groupe qui a joué, vous avez une deuxième mi-temps où on a pu réagir. Les cadets avec leur forme actuelle ne comptent pas lâcher prise avant cette Coupe du Monde en Inde. Je travaille toujours par comportement, je fais des ateliers, c'est-à-dire je fais travailler les attaquants devant le but, les milieux, je travaille par comportement. Dans cette rencontre de chaleur, le Sili cadet a su classer le Sili local sur le score de 2-1. Le groupe Canal a procédé au lancement de sa nouvelle chaîne A+ Sport ce mercredi à Conakry. Les abonnés de cette chaîne bénéficieront de meilleurs programmes de sport, de magazines et de cinéma. La chaîne est disponible sur le bouquet Évasion, publie reportage de Mamadou Kalisso et de Ibrahima Souma. A+ Sport vient s'ajouter aux nombreuses chaînes du groupe Canal+. Elle est disponible sur le bouquet Évasion à seulement 160 000 francs guinéens. Les abonnés pourront bénéficier des programmes de sport, notamment le football, le basketball, le tennis, le cyclisme, mais aussi du cinéma. On a voulu lancer cette nouvelle chaîne A+ Sport qui permet à la fois de diffuser des championnats plus locaux, alors avec les différents championnats, les différentes compétitions de la CAF, avec le championnat MTN Ligue 1 en Côte d'Ivoire, ainsi que d'autres championnats qu'on regarde peut-être un peu moins habituellement, mais qui sont de très grande qualité. La Ligue écossaise, avec le fameux derby entre les clubs de Glasgow, la Ligue belge, donc avec des clubs assez historiques comme Liège ou Anderlecht. Les abonnés de A+ Sport bénéficieront également de 6 nouvelles chaînes. Des chaînes qui ont été ajoutées suite à un sondage mené auprès des abonnés. Les clients voulaient plus de chaînes de qualité. Plus de chaînes de qualité, ça signifie des chaînes un peu pour toute la famille. Et quand on a commencé à poser des questions, à essayer de comprendre quelle chaîne précisément, les gens nous ont parlé de TG, les gens nous ont parlé de Nat Geo Wild. Alors TG, c'est une super chaîne pour les enfants, Nat Geo Wild, c'est les meilleurs documentaires animaliers. Même moi je la regarde, j'adore, c'est vraiment passionnant tout ce qu'on voit sur les félins, sur les requins. 13e rue sur les séries, et puis des chaînes comme Ciné Plus Frisson, voilà, qui montrent de très grands films chaque mois. Bientôt, les abonnés de Canal+ auront le privilège d'accéder gratuitement à certains accessoires comme la télécommande. En prélude à la compétition Scolympiade régionale, les équipes au nombre de 5 en fonction des préfectures ont effectué des visites touristiques dans la ville de Bokeh et celle de Kamsar. L'association des ressortissants et sympathisants de Fria, appuyée par Vivo Énergie Guinée, ont choisi 2 jours de détente afin de préparer les enfants à la compétition qui aura lieu le mercredi 8 août 2017. C'est un public reportage de Abdourahmane Ba et Salifou Lifo Sissi. Des bâtiments administratifs, des lieux de loisirs ou encore ceux du patrimoine historique du pays, l'ONG Arsif n'a pas manqué d'imagination pour mettre les différentes équipes dans les conditions. Venu tester le niveau des enfants de la 5e et 6e année, l'ONG a choisi les meilleurs élèves des 5 préfectures de la région. Nous visons à apporter un complément pédagogique. Il ne s'agit pas seulement d'aller dans une classe à apprendre des leçons, mais c'est aussi les pratiquer sur place. C'est pour ça que nous les avons fait visiter les signes de l'État, les symboles de l'État. Et aussi des sites touristiques, les sites culturels que notre pays recèle. Donc c'est pour nous une façon de contribuer à préparer le citoyen de demain. 5 préfectures vont compétir. Il s'agit de Bokeh, Gawal, Bofa, Koundara et Fria. Durant ces 2 jours de visite et d'activités sportives, les enfants ainsi que les encadreurs ont partagé ce moment qui leur a permis d'acquérir des connaissances et profiter d'une visite instructive. Moi-même déjà, de faire tisser les relations entre mes amis des 2 préfectures. Et les élèves aussi ont tissé des relations, c'est-à-dire qu'ils sont devenus aujourd'hui une même famille. Oui, ça m'impressionne, je suis heureuse de voir toutes ces choses, de connaître toutes ces choses que je n'avais jamais vues. Je veux dire à mes amis de prendre le sérieux dans les études, car avec les études, on gagne son avenir. Pour les responsables de cette ONG, leur partenariat avec Vivo Énergie s'inscrit dans le cadre de l'humanitaire, mais aussi dans l'éducation des enfants. Avec l'appui de l'entreprise Vivo Énergie, nous avons eu un accompagnement nous permettant de réunir tous les enfants des différentes préfectures de la région de Bokeh. Vivo a accepté de financer
des tournées touristiques, culturelles, socio-éducatives et socio-économiques également. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes en ce moment à Kamsar. Après cette tournée, les élèves ainsi que les encadreurs devraient être performants durant ces 3 jours de compétition, assimilables à une évaluation scolaire. Et c'est tout pour cette grande édition d'Information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV. Passez une excellente soirée où que vous soyez. Au revoir.